Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Woutibale Koumaba, consultant spécialisé en gestion des conflits et consultant du cabinet de Saloun Koua, et de nos éditorialistes Alfred Chambou et Gemal Taleb. Et tout de suite, au retour en Afrique du Sud où se déroulait le sommet de l'Union africaine, un rendez-vous qui a permis aux chefs d'État, outre les enjeux politiques, de démarrer des négociations sur la zone de libre-échange continentale. Christelle Dayabaya. Les dirigeants africains lancent des négociations relatives à l'accord de libre-échange continental au sommet de l'Union africaine qui se tient à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les discussions permettront de mettre en œuvre avant 2017 une stratégie permettant d'aboutir à la zone de libre-échange continental. Ceci avant la 33e session du sommet du NEPAD, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. En tant que commissaire, mon rôle est de prendre 2017 comme la date de référence. Et assurez-vous qu'avec mon équipe, nous arriverons à une feuille de route qui va aboutir à quelque chose de très clair en 2017. La difficulté dans la réalisation de ces projets se trouve dans le choix des politiques favorables, mais aussi la protection dont les États membres pourront bénéficier une fois que la zone de libre-échange sera mise en œuvre. Je pense que le monde est en train de devenir très complexe en ce moment. Nous devons protéger ce qui est nôtre. Le projet dont nous parlons est un vaste projet. Tous les États doivent se l'approprier. Les négociations devraient s'appuyer sur les progrès déjà réalisés sur le continent, notamment l'expérience de la zone de libre-échange tripartite COMESA, EAC, SADC, afin d'assurer la participation et l'appropriation de la zone de libre-échange par les peuples d'Afrique. L'Union africaine a souligné l'importance d'impliquer les différents acteurs tels que le secteur privé, les parlementaires, la société civile dans le processus des négociations. Alfred, cela fait longtemps qu'on évoque cette zone de libre-échange qui engloberait tous les pays du continent. Est-ce que vous y croyez ? Alors, le premier à avoir lancé, entre autres, l'idée justement d'une Afrique, d'un fédéralisme économique continental, c'était Cheikh Anta Diop. Dans la mise en place d'un État fédéral qui partirait justement de côte libyque jusqu'en Afrique du Sud. Et il expliquait à l'époque que si on voulait vraiment arriver à l'indépendance de l'Afrique, mais dans l'interdépendance vis-à-vis de l'étranger, il fallait effectivement qu'on arrive à mettre en commun tous les moyens, à la fois politiques, économiques, commerciaux, juridiques, humains, tous ces moyens-là, les mettre sur la table pour que justement le continent puisse à la fois se développer en interne, mais parler d'une seule et même voix à l'extérieur. Et il expliquait à juste raison que chaque État seul ne pouvait rien dans la compétition internationale, et il avait raison. Or, au moment où on crée l'OUA, qui deviendra plus tard, en 1963, qui deviendra plus tard l'Union africaine, cette question-là est toujours pendante, mais on l'a privilégié dans un premier temps l'unité panafricaine continentale, de la création justement des régions, des zones CEDEAO, etc. et autres, comme on vient de le voir, pour assurer d'abord l'intégration régionale avant d'en arriver à l'intégration continentale. Et donc là, on passe à une nouvelle étape, mais là, ce ne sont que les prémices. Hein. On est en train de jeter les bases, puisque ça nécessiterait beaucoup de travail pour harmoniser les législations, pour harmoniser le marché, etc. Donc, ce n'est que les premières pierres qu'on est en train de lancer dans la mise en place de cette zone de libre-échange continentale. Gemal, est-ce que c'est une nécessité, cette zone de libre-échange, au niveau du continent? C'est plus qu'une nécessité, c'est une marche de l'histoire, mais absolument fondamentale. Il faut se donner de petits chiffres. Les échanges intra-africains, c'est 12%. Les échanges entre Européens, c'est 70%. Les échanges entre Asiatiques, c'est 55%. On se dit un peu les choses, l'Afrique ne peut pas se développer si elle n'a pas d'échanges entre elles-mêmes. Les barrières douanières sont un frein réel au développement et aux échanges. Et donc, il faut les abattre, et il faut les abattre rapidement. Si on veut demain donner un élan au développement, nous n'avons pas le choix, nous devons le faire. La semaine dernière, 26 pays à Sharm el-Sheikh ont signé un accord de libre-échange. C'est une marche importante. Ce sont les pays les plus faibles, les plus pauvres, qui ont décidé d'abattre leurs barrières douanières. C'est, de mon point de vue, une donnée fondamentale. Si demain, c'est le continent africain, nous voulons
aller dans le sens de la marche de l'histoire, nous devons le faire. Je crois qu'il y a un objectif qui est fixé à 2025. Donc l'idée, c'est qu'on arrive donc à des barrières douanières élevées au niveau, à l'horizon 2025. Le continent africain aujourd'hui a une croissance soutenue depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, entre 5 et 6%. C'est-à-dire que la richesse s'accroît tous les ans de temps. Si demain, les barrières douanières ne sont pas au niveau où elles sont aujourd'hui et que les échanges ne sont plus à 12 mais à 50%, la croissance, il y a de fortes chances qu'elle soit à 2 chiffres. Ce sont là des données évidentes que les Africains comprennent. Mais la question, ce n'est pas qu'ils le comprennent, la question, c'est qu'ils mettent non pas de petits pas, mais de grandes enjambées pour arriver à cela. Une réaction, Woutibal? Oui, pour moi, je pense que c'est une nécessité pour l'Union africaine de pouvoir en fait accéder à la libre-échange et d'ouvrir le marché, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la plupart des continents, la plupart des ensembles en fait régionaux, c'est que tous les ensembles sont dans cette dynamique de la suppression en fait des barrières douanières pour pouvoir développer les échanges. Et ça, je pense que c'est une nécessité, donc il faut le faire pour le développement économique de l'Afrique. C'est important. Merci. Dans l'actualité également, l'hôpital Groote de l'Afrique du Sud est le premier hôpital de la zone Afrique et Moyen-Orient à avoir implanté le plus petit stimulateur cardiaque au monde, connu sous le nom de Medtronic Micra. Le dispositif a été implanté dans le cadre d'un essai clinique pivot international. Emmanuel Milimono. 48 ans après la réussite de la première transplantation cardiaque au monde, l'hôpital Groote vient de faire de grands progrès dans la médecine moderne. Il est récemment devenu le premier hôpital en Afrique à avoir réussi l'implantation du plus petit stimulateur cardiaque au monde, connu sous le nom de système de stimulation Medtronic. Résident à Cape Town, Cécile George Adams, qui a reçu le dispositif il y a tout juste 2 mois après avoir subi une crise cardiaque, revient à l'hôpital pour une visite de routine. J'ai quitté le travail pour rejoindre ma maison, puis tout d'un coup j'ai ressenti une douleur pendant que j'étais assis en train de donner à manger à mon chien. J'ai senti que la douleur commençait à être de plus en plus grande et j'ai appelé une ambulance. Quand elle est arrivée, j'avais déjà subi une crise cardiaque. Ce stimulateur m'aide beaucoup. Pour aider Adams à recouvrer sa santé, 3 opérations ont été effectuées jusqu'ici pour implanter le système de stimulation Medtronic. Ces opérations ont été réalisées dans le cadre d'un programme d'essais cliniques à travers le monde. Une fois l'efficacité du dispositif prouvée, l'appareil sera disponible dans le commerce. Fondamentalement, il consiste à implanter un stimulateur cardiaque sans plomb dans le cœur du patient. Nous injectons un anesthésique local sur la région de l'aile droite, puis nous insérons une gaine. À travers la gaine, il y a un système de livraison qui déploie le stimulateur dans le cœur, mais nous nous assurons ensuite qu'il est dans une bonne position. Une fois le positionnement réussi, le système de distribution est enlevé. Cette nouvelle technologie miniaturisée est conçue pour fournir aux patients, avec la technologie de stimulation avancée, des stimulateurs cardiaques traditionnels. Celui-ci est fixé à la paroi du cœur et délivre des impulsions électriques qui stimulent le cœur à travers une électrode située à l'extrémité du dispositif. Avec des médecins formés et équipés en rayons X spéciaux, plusieurs pays africains devraient être en mesure d'effectuer la procédure. Gemal, que vous inspire cette première implantation du plus petit pacemaker au monde pour la zone à la fois Afrique, Moyen-Orient et Asie centrale qui se trouve en Afrique du Sud? Alors, je ne vais pas commencer les antennes d'Africa 24 à me faire un spécialiste des questions de santé, donc je n'ai pas un avis particulier à donner là-dessus. J'ai un avis plus général sur donc le deuxième enjeu que c'est le continent africain. On parlait tout à l'heure de l'enjeu fondamental de l'abaissement des barrières douanières. Nous avons un deuxième enjeu fondamental, c'est l'enjeu de la santé. Sur le continent africain, il y a environ 1 milliard, un peu moins d'1 milliard d'habitants. On a aujourd'hui, et ce sont des statistiques absolument avérées, 400 millions d'habitants de la classe moyenne. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à une situation où la santé peut devenir un enjeu économique fondamental et on n'a plus besoin d'aller dans les grandes cliniques à l'étranger, généralement
européens et nord-américains pour se soigner. Et donc, tout l'enjeu de demain, c'est qu'on implante de plus en plus chez nous. C'est le cas en Afrique du Sud, on le voit. C'est sans doute le cas dans beaucoup d'autres pays. Mais il faut que cela se généralise. Parce qu'encore une fois, la santé est un besoin fondamental, l'investissement de la santé est important, mais une offre de santé privée complémentaire est de plus en plus nécessaire. Et on voit que sur le continent africain, on a les compétences et la classe moyenne nécessaire. C'est, de mon point de vue, le deuxième grand enjeu de demain. Alors Alfred, justement, encore beaucoup de personnes vont se faire opérer ailleurs qu'en Afrique, à l'étranger, ce qui représente des coûts très importants que tout le monde ne peut pas se permettre. Alors comment expliquer que la chirurgie tarde comme ça à se développer sur le continent ? Ce n'est pas que la chirurgie tarde à se développer, hein, Fanny. Il y a des chirurgiens qui sont formés dans les universités en Afrique, qui viennent se spécialiser ici en Europe ou en Amérique, puis qui rentrent en Afrique. Le vrai problème, ce sont les équipements. Ils ne disposent pas des équipements adéquats pour pouvoir justement mettre à contribution leur savoir-faire, leur savoir technique, la maîtrise justement de la chirurgie, ce qui fait effectivement que la plupart des malades sont obligés, ceux qui le peuvent d'ailleurs, hein, aller se faire soigner à l'étranger. Beaucoup d'ailleurs en Afrique centrale, si on ne prend que cette zone-là, puisqu'on en parle, vont souvent se faire soigner en Afrique du Sud parce que la médecine sud-africaine bénéficie des moyens techniques et technologiques et des médecins blancs de qualité. On essaie de former des médecins noirs de plus en plus, mais pour le moment, c'est vraiment les héritiers de Christian Barnard, hein, comme dans cette clinique qu'on vient de voir, qui assurent justement la santé. Mais il faut que les États, justement, puisque la santé c'est un enjeu majeur de développement aussi, prennent à bras le corps cette question de à la fois la formation, mais de l'équipement des hôpitaux pour permettre que de tels actes puissent avoir lieu sur le sol africain. Et tout de suite, notre chiffre du jour. La seconde voie du canal de Suez sera inaugurée le 6 août prochain. Le creusement et les travaux de dragage seront en effet terminés le 15 juillet. D'une longueur de 72 km, le nouveau canal est destiné à fluidifier le trafic du canal existant qui relie la Méditerranée et la mer Rouge. Le coût de ce projet est estimé à plus de 4 milliards de dollars et devrait multiplier par 2 la capacité quotidienne de transport. Selon les autorités égyptiennes, le nouveau canal permettra à terme de créer 1 million d'emplois. Gemma, le gouvernement égyptien semble attendre des retombées économiques importantes de ce nouveau canal de Suez. Est-ce qu'il a raison d'être aussi optimiste ? Je ne sais pas, est-ce que les retombées attendues seront à la hauteur des espérances des Égyptiens, mais c'est un enjeu important et c'est un projet gigantesque. Bravo aux Égyptiens d'avoir cru à un projet de cette importance, de cette taille. Bravo de multiplier. C'était 1956, la nationalisation du canal de Suez. Et donc, 2015, voilà que les Égyptiens doublent la capacité du canal. Ils ont d'abord démontré que c'est possible, ils l'ont fait. Et encore une fois, bravo. Il n'y a aucun doute que c'est un moment d'échange important parce que ça relie 2 continents. Ça donnera incontestablement des retombées économiques, des retombées en matière d'emploi, des échanges encore plus fluidifiés et plus développés, sans aucun doute. Est-ce que ça donnera 1 ou 2 ou 500 000 emplois? Peu importe. L'essentiel, c'est que le projet est là et que ces retombées économiques sont absolument indéniables. Woutiba, c'est un projet à saluer selon vous? Oui, c'est un projet à saluer pour moi. En fait, l'Égypte a bien fait passer. L'Égypte a tenu compte en fait du développement des échanges en fait internationaux et de l'accroissement des navires en fait chargés des marchandises diverses et variées. Et il fallait procéder à cet investissement parce que je pense que c'est un investissement d'avenir et qui était nécessaire pour réunir en fait la mer Rouge et la Méditerranée. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le second volet de cette semaine consacré à la communauté économique d'Afrique centrale. Woutiba Koumaba, merci d'avoir été là. Merci, Fanny. Alfred, merci également. Je suis très heureux d'avoir été avec vous ce soir sur ce plateau. Merci et puis merci de l'accueil de mes très chères téléspectatrices. Et Gemal, merci. Merci Fanny et bonsoir à tout le monde. Il n'y a pas des téléspectateurs ? Également. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.